Donc du coup, à court terme, effectivement, ça apparaît comme une victoire puisque il a pu encaisser des recettes sans sans aucune représailles pour le moment. Mais Absolument. du coup, stratégiquement, sans aucune représaille, et je devrais ajouter avec un coût économique qui est apparu assez limité. Autant il y a eu une alerte sur les marchés financiers à la suite des annonces du 2 avril 2025, ce qu'on a appelé le Liberation Day, mais ça a fait long feu, hein, et finalement les marchés eux aussi s'y sont faits. Donc le succès tactique, il est là. Hein, quand certains disaient, oh non, il va pas pouvoir, ça va poser énormément de problèmes s'il essaie d'augmenter sa politique, ses droits de douane. Ça n'en a pas posé tant que ça à court terme. Là où est l'impasse stratégique, c'est qu'après il se pose la question, mais pourquoi faire ? Et là, pourquoi faire ? À mon sens, on voit que cette stratégie, elle mène nulle part. C'est-à-dire que le grand argument, c'est celui de la réindustrialisation. Mais la réalité, c'est que l'an dernier, les États-Unis ont perdu des emplois industriels. Que la réindustrialisation, ça demande beaucoup plus que juste des droits de douane. Après, il faut avoir une stratégie avec quelque chose de cohérent, combinant les conditions d'attractivité sur le sol américain, les infrastructures, les qualifications, et tout ça, c'est assez déficient au niveau américain. Donc, de fait, ils ont du mal à attirer à augmenter leur activité industrielle. Ils ont du mal aussi à redresser leur déficit commerciaux, hein, parce que c'était aussi un des gros arguments mis en avant par Trump. On a un déficit trop important et ce sont nos alliés qui abusent de nous. Il met ses droits de douane, très bien, mais en fait, il n'a pas redressé le déficit commercial parce que, bon, tous les économistes l'avaient dit, c'est pas comme ça que ça marche, le déficit commercial, le déficit courant, c'est pas juste, c'est pas en augmentant les droits de douane qu'on le corrige, on pourra développer si vous voulez, mais c'est une question d'épargne nette de la nation, donc c'est plus vaste que ça. Et de fait, le déficit commercial l'an dernier, il s'est aggravé, il s'est pas amélioré. Après, notre argument, c'était de dire on va faire concurrence à la Chine. Les États-Unis vont rehausser leur statut, leur positionnement dans leur concurrence technologique vis-à-vis de la Chine. Et là, j'aime bien rappeler quand même un fait, c'est que quand on regarde l'industrie, il y a en Chine environ 120 millions de salariés. En Europe, on a 30 millions de salariés. Aux États-Unis, il y a environ 13 millions de salariés. C'est-à-dire que l'échelle de l'industrie américaine n'est tout simplement pas comparable à celle de l'industrie chinoise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, ces salariés, ils sont plus qualifiés et plus productifs en moyenne que les salariés chinois. Mais ce que ça veut dire, c'est que simplement, la seule stratégie valable pour les États-Unis pour faire concurrence à la Chine sur des produits technologiques et industriels, c'est une stratégie d'alliance. C'est-à-dire que c'est seulement du fait des alliés qui peuvent entraîner dans leur politique et avec qui ils peuvent nouer des relations proches, qui peuvent véritablement faire concurrence à la Chine. Et c'est là que ça n'a pas de sens également, parce que justement cette façon d'aliéner ses alliés, d'être encore plus agressif avec ses alliés qu'avec ses ennemis déclarés, ça a empêché la mise en œuvre de cette alliance. Donc voilà. Aucune de ces motivations, finalement, ne paraît vraiment motivée. Il y a aussi l'aspect budgétaire. Hein. De fait, les recettes fiscales, en tout cas, jusqu'à ce que l'outil principal soit cassé par la Cour de cassation, par la Cour suprême, pardon, ça rapportait effectivement pas mal d'argent, probablement quelque part entre 100 et 300 milliards de dollars par an, ce qui est énorme. Mais ce qu'il faut comparer à la dépense publique américaine, qui est de 7 000 milliards de dollars par an. Donc en fait, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup à l'échelle américaine. Et puis, surtout, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que cet argent, c'est quoi ? C'est des impôts payés par les consommateurs américains. C'est pas payé par l'étranger, contrairement à ce que dit Trump. Une taxe douanière, elle est payée par les consommateurs sur les produits importés. Donc, d'une certaine façon, ce choc de politique commerciale, ça a été aussi la plus forte augmentation d'impôts des États-Unis depuis des décennies. Mais pourtant, il me semble que ce retour à un certain protectionnisme ait fait consensus parmi les démocrates et les républicains aux États-Unis. Pas exactement. C'est-à-dire que, mais vous avez raison de dire, il y a, disons, la situation est un peu complexe. Ce qui a été manifeste, c'est que quand Biden a gagné les élections en 2020, quand il a repris le pouvoir à partir de 2021, il n'a pas défait ce que la première administration de Trump avait mis en place comme droit de douane vis-à-vis de la Chine. Il a même renforcé certains d'entre eux.
Maintenant, un protectionnisme plus large comme celui qu'applique Trump aujourd'hui, il est assez impopulaire en fait aux États-Unis, d'après les sondages, dans la population, et il reçoit un accueil très mitigé parmi les démocrates. Pour une première raison simple, c'est que c'est créateur d'inflation, et l'inflation, politiquement, c'est très nocif, c'est très corrosif. Ensuite, ce qui est clair, c'est que les démocrates sont pas très allants, ils vont pas brandir le libre-échange comme un argument politique, ça c'est vrai. Mais pour autant, ils soutiennent pas une politique aussi délibérément protectionniste. Et puis le deuxième aspect, c'est que là où ils vont soutenir la politique protectionniste, ça va être vis-à-vis de la Chine, pas ce qu'il a fait vis-à-vis de tous les autres partenaires, parce que c'est ça qu'il a fait aussi, qui font partie des éléments les plus marquants et les plus choquants. Donc, il y a une attitude un peu différente, mais vous avez raison de souligner, et je crois que quand on essaie de se poser la question de qu'est-ce qui va rester après Trump, parce qu'on peut quand même espérer qu'il ne va pas être éternel à son poste, à ses responsabilités, qu'est-ce qui va rester après Trump? Je pense qu'il va rester un certain repli américain, mais pas le même qu'aujourd'hui. Pas avec ses excès, avec ce côté désordonné, chaotique. Enfin, je pense qu'ils en reviendront. Mais en revanche, ils reviendront pas au statu quo ante.